Fumée, injectée, inhalée. 316 millions de personnes dans le monde consomment une ou plusieurs drogues, en augmentation de près de 30% en 10 ans. La drogue la plus répandue reste le cannabis. 244 millions de personnes en ont pris en 2023, selon les estimations de l'ONU. Juste derrière, les opioïdes consommés par 61 millions de personnes, dont l'héroïne, issue du pavot à opium, ou le fentanyl, un opioïde de synthèse. C'est la catégorie de substances la plus meurtrière. Pour les stimulants de type amphétamine, 31 millions de consommateurs. 25 millions pour la cocaïne. Un problème de santé publique mondiale qui touche tous les continents. Ils disent que je dois purger mon corps de cette substance. Depuis que j'ai commencé à fumer, il y a 5 ans, mon corps est désormais accro à cette chose. À 14 ans, j'ai commencé par le hashish. Ma mère m'a sorti de là, et puis l'héroïne et d'autres produits sont entrés dans ma vie. Un trafic mondialisé dont les chaînes d'approvisionnement s'étalent entre les continents. En août, la Colombie annonçait l'arrestation d'un membre de la mafia italienne dans l'ouest du pays. Ce délinquant international, recherché dans 146 pays, dirigeait des alliances criminelles avec des organisations narcotrafiquantes de Colombie, d'Équateur et du Brésil. La Colombie est le premier pays cultivateur de coca, devant le Pérou et la Bolivie. Les flux de cocaïne les plus importants se concentrent sur le continent américain et sur l'Europe, où c'est en Belgique et en Espagne qu'ont été saisies les plus grandes quantités en 2023. L'essentiel du trafic de cocaïne passe par voie maritime, parfois dans des embarcations sans pilote. Pour les opiacés, comme l'héroïne, le premier producteur mondial d'opium, issu de la culture du pavot, est la Birmanie, avec 995 tonnes en 2024, suivi de l'Afghanistan avec 433 tonnes. Seulement 7% de ce qu'était sa production en 2022 quand les talibans l'ont interdite. La principale route du trafic de l'héroïne, mais aussi de la morphine, passe par les Balkans, via l'Iran et la Turquie. Deux tonnes de méthamphétamine, la plus grosse saisie jamais réalisée en Indonésie. Nous soupçonnons que les stupéfiants seraient distribués dans un certain nombre de pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Produites en laboratoire, les amphétamines sont des drogues de synthèse, surtout consommées en Asie et en Amérique du Nord. Pour la méthamphétamine, la drogue la plus répandue de cette catégorie, la production à grande échelle reste concentrée à nouveau sur la Birmanie et dans une moindre mesure l'Afghanistan pour le marché asiatique et au Mexique pour l'Amérique du Nord. Des pays de production minés par la criminalité, la guerre ou l'extrême pauvreté. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Sébastien Joris, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste à la RTBF, spécialiste police, justice, sécurité. Merci. Première question à vous. En Belgique, le narcotrafic, en fait, c'est une problématique que vous connaissez relativement bien. Le port d'Anvers reste une porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Alors Anvers, c'est une ville portuaire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi les cartels d'Amérique du Sud ont décidé de faire passer leur drogue, notamment par la cité flamande? Alors, pour comprendre, il faut retenir que les trafiquants, le plus souvent, cachent la cocaïne dans des cargaisons parfaitement légales, des conteneurs qui voyagent par navire. Anvers, 12 millions de conteneurs par an. On ne peut pas tout contrôler. Question de moyens, question de temps. Le commerce mondial fonctionne sur la rapidité, sur la fluidité. Le port d'Anvers, en termes de superficie, c'est énorme. 20 000 terrains de football et c'est un véritable puzzle avec plein de points d'entrée, avec plein de zones différentes, donc c'est très compliqué à sécuriser. Et puis Anvers, c'est aussi un port hyper connecté avec des liaisons directes depuis l'Amérique latine, notamment pour le transport de fruits, et des transports qui sont souvent utilisés comme couverture pour cacher la cocaïne. Et donc, liaison directe depuis l'Amérique latine, et puis après, les marchandises repartent
très facilement aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, Europe centrale et Europe du Nord. Donc pour toutes ces raisons, le port d'Anvers est devenu un point d'attraction pour la criminalité organisée, avec comme résultat en 2023, et c'était un record, 120 tonnes de cocaïne saisie. 120 tonnes. Mais les choses sont en train de changer. 2025, 55 tonnes saisies. Les choses sont en train de changer parce que les criminels s'adaptent en fait. Par exemple, ils changent de route. Ils passent par l'Afrique pour masquer l'origine des cargaisons. Ils utilisent d'autres ports. Le Havre, par exemple. Par exemple, mais ça peut être des ports intérieurs en Belgique ou d'autres ports en Europe. Le Havre en France, ça peut être en Espagne, ça peut être au Portugal. Ils deviennent de plus en plus inventifs pour cacher la marchandise avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Oui, et puis parfois aussi, ils vont jusqu'à transborder la drogue en pleine mer, ce qu'on appelle le drop-off. Donc ils jettent la drogue en mer sur de plus petites embarcations pour éviter les contrôles à l'entrée des ports. Jonathan Alperi, vous qui travaillez en ce moment justement sur le trafic, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, quels sont vos premiers constats? Vous abondez, on imagine, dans le sens de ce que dit Sébastien Joris. Non, il a entièrement raison. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a en effet une baisse dans ce qui est attrapé par les autorités des deux pays. Et la raison, à mon avis, qui est la plus probable, c'est qu'il y a d'autres routes qui sont en train de s'établir un peu partout. Les ports français étant en effet une nouvelle cible, mais il y a l'Italie, où on en parle peu. Il y a une remontée, évidemment, par l'Afrique du Nord, l'Italie pour la cocaïne, par exemple, et après, ça va partout en Europe. L'Espagne, évidemment, reste, Marbella en particulier. Il y a des vidéos où on voit les dealers lâcher des paquets de drogue, même la plage, pendant que les gens sont en train de se baigner, enfin, du grand n'importe quoi. Donc, c'est des pays qui sont maintenant des cibles privilégiées. Fabrice Rizzoli, il y a quand même une région, l'Asie, dont on ne parle pas toujours beaucoup, mais la Thaïlande, par exemple, reste le point principal du trafic de drogue. En Asie, on assiste d'ailleurs à une explosion de la production de drogue synthétique dans le triangle d'or, Thaïlande, Myanmar, République démocratique du Laos. Pourquoi ? Alors, et pourquoi a-t-on tendance à l'oublier parfois ? D'abord, la méthamphétamine, c'est la cocaïne des Asiatiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de stimulants. Comme nous, pays de l'hémisphère nord, la prestation, le rapport au travail, etc. Donc eux, historiquement, c'est pas la cocaïne, c'est la méthamphétamine. Donc ça a toujours existé. La Thaïlande est plus un hub qu'un endroit de production. La méthamphétamine, effectivement, fabriquée longtemps en Birmanie, même si en fait, il faut vraiment comprendre historiquement que ça s'appelle un phénomène de vase communicant. C'est qu'à partir du moment où, par exemple, la Birmanie était grand producteur d'héroïne, il faut suivre, on tape dessus, on fait un deal avec l'armée, etc. On réduit la production d'héroïne qui bascule en Afghanistan. Mais quand ça bascule en Afghanistan, d'il y a 20 ans déjà, la Birmanie devient un gros producteur de drogue de synthèse, en particulier de méthamphétamine. Retour de bâton aujourd'hui, les talibans depuis 2022 sont au retour au pouvoir en Afghanistan. La production a clairement baissé, j'attendais un peu quand même un an ou deux qu'on ait des chiffres stables. Et remontée de la production de drogue de synthèse en Birmanie, qui passe par la Thaïlande pour monter un marché. Quand on dit Asie, il faut penser à l'Australie, par exemple, qui consomme beaucoup de drogue de synthèse. La crise sanitaire, c'est-à-dire le nombre de morts du fentanyl sur le territoire nord-américain, il y a quelque chose de comparable en Asie ? On n'a pas les chiffres ? Si vous me permettez la provocation, la vérité, c'est que le fentanyl nous fait regretter toutes les autres drogues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est problématique de penser à des étudiants qui sont obligés de prendre des pilules de méthamphétamine, des stimulants, etc. Mais les conséquences du fentanyl sont tellement visibles, graves sur une certaine population, qu'on en arrive à se dire que si on compare, il y a beaucoup de gens qui prennent des stimulants et qui ne sont pas dans l'état des gens qui prennent du fentanyl. Après, ça dépend aussi comment on consomme les drogues. Parce que la méthamphétamine peut être fumée, et là, ça produit des effets graves. Jonathan Alperi, vous qui avez couvert le conflit en Syrie, vous avez même été otage aux mains des djihadistes en Syrie. Le Captagon a financé l'ex-régime syrien pendant la guerre civile. Les mouvements islamistes aussi faisaient utilisaient le Captagon pour encourager leurs hommes à partir au combat. Là, les nouvelles autorités syriennes ont démantelé 15 laboratoires, 13 installations de stockage. Il y a 500 millions de comprimés qui ont été saisis en un an. On estime qu'avant décembre 2024, la production de Captagon pouvait atteindre plusieurs millions de comprimés par jour. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Et puis est-ce que la production, elle se passe juste ailleurs? En effet, c'est toujours intéressant de faire un petit retour historique qui est quelque chose qui commence. L'historiographie de la Seconde Guerre mondiale est maintenant réécrite d'une certaine manière.
La Wehrmacht a utilisé aussi pas mal pour ses soldats ce genre de... C'est pas du Captagon, mais ce sont des amphétamines pour qu'ils tiennent le coup au front. Donc, au Vietnam, pareil avec l'armée américaine, et on le voit, on l'a vu pendant la guerre en Syrie, où les troupes islamistes étaient largement... on leur a donné des drogués, voilà, pour se battre. Surtout à partir du moment où les Russes ont commencé à faire des bombardements stratégiques, et là, ils ont eu affaire à l'enfer, donc ils se sont beaucoup calmés là-dessus. On accuse directement l'État de Bachar al-Assad à l'époque d'avoir fait ça, ce qui est totalement probable. Il ne faut jamais oublier qu'en temps de guerre, ça attire le pire et le meilleur de toute l'humanité. Et là, vraiment le pire. Et quand il y a de l'argent à faire pour ces choses comme ça. Et un pays qui a été lourdement accusé, qui fait partie de l'Union européenne, c'est la Bulgarie, qui en a produit énormément et qui a fait énormément d'argent là-dessus pendant la guerre en Syrie. On va parler à présent des narcotrafiquants qui savent aussi utiliser les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux leur ont permis d'ubériser les livraisons, mais ils utilisent aussi ces plateformes pour recruter. C'est un reportage signé Margot Soubra-Gomez pour France 2. Et si le plus gros point de deal n'était plus au coin de la rue, mais dans toutes les poches, sur n'importe quel téléphone. Sur TikTok, Snapchat, Telegram, nous avons plongé dans ce qui s'apparente à un gigantesque supermarché numérique de la drogue. Notre enquête démarre sur cette publicité diffusée sur le réseau Telegram. Chez nous, vous trouverez des produits de haute qualité en provenance des 4 coins du monde sans même vous déplacer. Une voix professionnelle et rassurante vante des produits de qualité, une livraison rapide. Tous les codes du commerce légal sont là. Pourtant, nous sommes sur une boutique de vente en ligne de stupéfiants. Des groupes comme celui-ci auxquels on s'abonne en un clic, nous en avons identifié des centaines. Sous le nom de Coffee, référence au coffee shop d'Amsterdam, où la consommation de cannabis est légale. Sur les réseaux sociaux, les trafiquants proposent, vidéos à l'appui, quantité de drogues différentes. Cocaïne, kétamine, cannabis. Comme sur un menu, les prix sont affichés. Les horaires de livraison à domicile clairement indiqués. Un système de carte de fidélité récompense même les clients réguliers. Et il y en a. Non loin de Bordeaux, nous localisons un canal Telegram suivi par 1300 personnes. Leurs commandes sont prises par message, puis livrées à domicile dans les départements alentours, et même expédiées par courrier en France et en Europe. Nous échangeons avec un des responsables de la boutique en ligne. Il affirme que les réseaux sociaux facilitent le trafic. Qu'est-ce que ça change de vendre sur les réseaux sociaux ? La vente en ligne, ça a triplé les ventes, les livraisons aussi. Tu touches tout le monde, du mec au RSA jusqu'au médecin. Il n'y a pas de milieu social. Ça leur permet d'avoir plus de choix. C'est comme un Amazon. Comment lutter contre cet hypermarché de la drogue ? Nous avons recensé les opérations Place Net, lancées sur tout le territoire par les autorités depuis 1 an et demi. Mais en ligne, certains trafiquants ne semblent pas dérangés. Comme en témoigne une publication que nous identifions dans le Gard, sur un groupe Telegram de Bagnols-sur-Cèze. Désolé, mais votre Coffee est actuellement en train de subir une descente de police. Merci de passer d'ici une trentaine de minutes au maximum, le temps que nous remettions tout en place. Des réseaux sociaux utilisés pour donner l'alerte, mais aussi pour recruter des petites mains. Les trafiquants n'hésitent pas à détourner le logo de Pôle emploi. Dans ce quartier de Perpignan, où le taux de chômage dépasse les 30%, ils ironisent sur leur chaîne TikTok. France Travail recrute, le Bas-Vernais aussi. Et voici les offres d'emploi que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Guetteur, vendeur, mais aussi sicario, autrement dit un tueur à gages, recruté par les narcotrafiquants pour exécuter des contrats. Sur cette annonce, pour un poste de livreur en région parisienne, figure un salaire entre 700 et 1000 € la semaine. L'application Telegram, dont le logo s'affiche sur les murs de cette cité marseillaise, a décidé de collaborer davantage avec la justice. Les dealers échangent désormais sur un autre réseau baptisé Potato,
signe qu'en matière de trafic en ligne, ils ont pour l'instant une longueur d'avance. Fabrice Risoli, peut-on dire que le recours aux réseaux sociaux a fait exploser les ventes? Clairement, de livrer, de ne plus être obligé d'aller dans une cité, a ouvert la consommation, en particulier de cocaïne, à toute une population qui ne l'aurait pas forcément utilisée. Je pense aux femmes, par exemple, qui n'avaient pas du tout envie de se retrouver dans une cité. Alors, elles pouvaient passer par quelqu'un d'autre. Du médecin, etc. Donc, effectivement, d'autres problèmes. Mais il faut dire que c'est concomitant avec la baisse du prix de la cocaïne et sa pureté, qui fait qu'on accroche beaucoup. Comment on peut expliquer, Jonathan Alperi, que les plateformes comme Instagram, Snapchat, pour ne citer que, ou qu'elles, ne bloquent pas ces comptes? Enfin, quand on voit, il y a quand même des réglementations en place. Comment expliquer un tel laisser-faire? Je pense qu'au niveau purement technique, il est très difficile que les algorithmes arrivent à récupérer ça. Et puis s'il y a quelque chose qui est bloqué, c'est récupéré derrière. Un autre compte est ouvert et un autre non, et ainsi de suite. Donc c'est presque infini. On ne peut pas... Ouais. Mais en tout cas, c'est le moyen pour les policiers qui suivent ces comptes d'intercepter les vendeurs. C'est une super source d'information. Ça peut être un moyen, il faut l'autorisation d'un juge. Il n'y a plus besoin d'un duc. Oui, il y a toujours besoin de renseignements humains. Mais il y a eu un grand débat sur 2 lois, notamment la loi narcotrafic, où finalement le législateur n'a pas facilité... En France, en tout cas. En France, n'a pas facilité le fait qu'on puisse regarder sur les messageries cryptées. Il y a un gros débat entre policiers et... Mais pourquoi ? Parce que, par exemple, beaucoup de lois aujourd'hui sont détournées. Vous avez des lois qui étaient faites pour lutter contre le terrorisme, et aujourd'hui, on utilise ces lois pour des gens qui luttent pour des causes environnementales. D'accord. Donc, on peut toujours avoir peur que les lois dites répressives, pénales contre les grands criminels arrivent un jour contre des citoyens qui luttent pour d'autres causes. Sébastien Joris, les réseaux sociaux, c'est aussi le moyen d'attirer les plus jeunes. Oui, c'est un moyen de les attirer, c'est un moyen aussi, on l'a vu, de leur confier des missions. Alors la première raison, c'est que les criminels vont chercher les jeunes là où ils se trouvent, là où ils échangent. La deuxième raison, c'est que ça offre une forme d'anonymat, avec des messages cryptés, avec des messages qui s'autodétruisent, avec des groupes de discussion qui sont fermés. Troisième raison, ça met une barrière en écran entre le donneur d'ordre, celui qui confie la mission criminelle, et l'exécutant. Plus besoin de se rencontrer physiquement, même plus besoin de se connaître. Et puis la quatrième raison, et le reportage est très très bien montré, c'est que les réseaux sociaux permettent de développer des véritables techniques de marketing criminel, avec un langage dédié aux jeunes, avec parfois des codes empruntés aux jeux vidéo. Donc tout ça fait qu'en effet, les réseaux sociaux sont utilisés soit pour recruter de la main-d'œuvre criminelle, soit pour recruter des consommateurs, soit pour aguicher les consommateurs. Quand vous voyez tout ça, vous vous dites pas, Jonathan Alperi, qu'en fait l'Europe est peut-être finalement pas assez combative contre le trafic de drogue? Quand on voit la facilité avec laquelle la cocaïne a été déversée depuis 5 ans sur le continent. Alors, moi, j'ai plutôt un positionnement plutôt régalien sur ce genre de choses, plutôt très dur, mais ça, c'est peut-être mon côté plus américain. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, comment les États-Unis étaient en train d'essayer de régler le problème criminel et la drogue aux États-Unis en ce moment, avec un peu de succès quand même. Dans le contexte européen, moi, je vois des choses directement sur le terrain et je vois comment la police fonctionne, ou les unités anti-stup, et comment ils ont affaire aux juges ou aux autorités qui sont au-dessus d'eux. On voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a une fracture entre les deux, et que les policiers, ils me le disent, ils ont l'impression de procéder à des arrestations, et finalement que les gens ne soient pas jugés après. Voilà, ils ne sont pas jugés. En Hollande, ils ont arrêté 3 types avec 3 tonnes de cocaïne. Il y a 1 an et demi, ils vont passer 1 an et demi, 2 ans en prison. C'est lamentable. Mais c'est comme ça. Donc, à mon avis, l'Europe n'est pas prête. C'est pour ça, d'ailleurs, que les grands cartels, mexicains en particulier, ou les groupes criminels colombiens, en profitent pour inonder le marché européen, parce que c'est facile. Et notamment par les Pays-Bas, ça passe par où? Oui, les donc Pays-Bas, la Belgique? La Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie. Ouais. Merci, Jonathan Alperi, d'avoir été avec nous.